Patrick Ducharme, enseignant en sociologie au collégial. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci beaucoup. Patrick, si on va sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, on voit que la santé, ça se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social. On est tous malades. Donc, on serait un peu tous malades physiquement, mais aussi mentalement. Qui ici est dans un état complet de bien-être et un état aussi, on pourrait dire, durable, hein, parce que quelques minutes ici et là, oui, peut-être, mais une journée complète, une semaine complète. Qu'est-ce que dit le sociologue de cette déclaration de la santé de l'OMS? D'abord, je pourrais même complexifier la question en répondant que même la recherche de la santé et du bonheur peut même être pathologique en soi. Il y a des études qui démontrent que la recherche du bonheur peut même causer plus d'ennuis qu'elle n'apporte de solutions. Wow! Que la vie ne devrait pas être qu'une recherche de stabilité, de santé ou de bien-être, mais plus une recherche de questionnement, de sens, qui, lui, n'est pas toujours confortable et agréable. Wow! Ouais. Il y a des sociologues qui ont passé une grosse partie de leur vie, de leur recherche, de leur carrière, ou même l'entièreté de leurs travaux sur la question de la santé mentale. Il y en a un que tu affectionnes particulièrement, Marcelo Otero, Oui. qui nous a quittés trop rapidement, l'an passé, en 2024, qui enseignait à l'UQAM. Globalement, c'est quoi sa vision de la santé mentale à Marcelo Otero? C'est ça. Quand j'ai reçu l'invitation pour cet épisode-là, j'ai tout de suite eu envie de rendre hommage à Marcelo Otero, qui est un sociologue québécois d'origine argentine, né en 1960, décédé en 2024, donc à un très jeune âge de 63 ans. Et lui, toute sa vie d'universitaire, de chercheur, s'est intéressé aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale, que ce soit schizophrénie, dépression, les personnes qui consomment des médicaments. Et il a toujours eu comme mission de rechercher les problèmes sociaux et les problèmes d'inégalité sociale dans le monde de la santé mentale. Parce que plus on est victime d'inégalité sociale, d'injustice, forcément, plus on va être durement affecté par les troubles de santé mentale. Et c'est ça qui a occupé vraiment ses travaux pendant plusieurs décennies. C'est intéressant parce que, a priori, je le disais un peu d'entrée de jeu dans l'introduction de l'émission, a priori, on pense que la santé mentale, c'est une patente, un problème strictement individuel. Mais quand on prend un pas de recul, assez vite, on se rend compte qu'il y a des déterminants, ce qu'on appelle des déterminants de la santé. Finalement, il y a des facteurs qui dépassent largement les connexions dans notre cerveau, là, qui se trouvent dans notre environnement, dans notre histoire, dans nos relations, dans la culture dans laquelle on baigne. Par exemple, les taux de dépression ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Qu'est-ce que la sociologie dit de ça? Quand on divise la population en strates ou en quintiles selon les revenus, le pouvoir, le capital, tout ça, on se rend compte que les diagnostics de problèmes de santé mentale sont beaucoup plus élevés parmi les quintiles inférieurs que les quintiles supérieurs. Pas seulement pour la dépression ou l'anxiété, mais même des diagnostics comme la schizophrénie, par exemple. Il y a des taux de 8 à 9 fois plus élevés chez la population qui est la plus pauvre de la population. Ça, c'est un sociologue comme Henri Dorville qui l'a démontré dans ses travaux. Ah, ouais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la santé mentale uniquement d'un point de vue médical ou psychiatrique. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Marcelo Otero voulait réhabiliter le concept de folie. Non pas d'un point de vue péjoratif, parce que parler de fou ou de folie, ça peut être même un peu délicat. Puis moi-même, ma position n'est pas complètement arrêtée là-dessus. Mm-hmm. Doit-on parler de fou, de folie? Mais on parle du fou du village, par exemple, c'est rarement quelque chose de glorieux. Oui, c'est ça. Mais pour Marcelo Otero, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les fous dans la cité ouais. », où il s'intéressait justement aux problèmes de santé mentale dans la ville de Montréal, avec des études statistiques, institutionnelles, tout ça, il voulait juste illustrer par là qu'on ne peut pas comprendre les problèmes de santé mentale uniquement en regardant les caractéristiques diagnostiques ou psychiatriques, mais il y a quelque chose quand on étudie, par exemple, l'itinérance ou la pauvreté ou la violence. Il y a forcément des populations qui sont affectées par ces troubles-là, que
psychiatrie ne pourra pas expliquer à elle seule. Clairement. Simon? Ben, je ne sais pas si c'est vers là que tu t'en vas, mais je pense à Foucault qui va parler de la folie comme être en dehors de la norme, entre autres. Tu sais, les fous du roi qui ne se comportent pas comme les autres à la cour. Ou je pense à beaucoup de saints aujourd'hui, on lit leur biographie et on dit « Ah, ça devait être des fous. Parce qu'ils étaient tellement intenses ou extrêmes dans leur manière d'aimer ou de croire qui ne fitaient pas dans les normes. Et puis, aujourd'hui, on les diagnostiquerait avec des problèmes de santé mentale, probablement. Absolument. Ben, d'ailleurs, le dernier livre que Marcelo Otero a écrit dans sa vie, c'était une œuvre sur Foucault. Et il aimait bien citer Foucault qui disait notamment que chaque société a bien la folie qu'elle mérite. Autrement dit, dans une société donnée, quand il y a des abus de pouvoir, des inégalités, ben, ces abus-là vont créer une maladie ou une folie qui est associée forcément. Wow! Ouais. Simon vient de l'évoquer un peu. Peut-être que ces fous-là, je mets des guillemets, ces fous-là du Moyen-Âge, par exemple, si on avait eu les moyens, on aurait assez rapidement créé une case médicale qui vient avec un traitement, soit pharmaceutique ou thérapeutique ou autre. Finalement, il y a des catégories qui se créent toujours, même si on a des éléments qui sortent de la catégorie, des gens hors normes. On va créer une case spécialement pour eux assez rapidement. Il y a le phénomène de médicalisation de tous les aspects de notre existence qui entrent en ligne de compte. Patrick, parle-nous donc un peu de ce phénomène-là. Oui, bien, médicaliser les comportements ou la médicalisation, c'est un concept qui est arrivé à peu près dans les années 80-90, plus en force. Essentiellement, c'est trois choses. Premièrement, c'est de placer la santé comme étant une valeur suprême. Bon, on s'entend tous qu'être en santé, bon, comme disait Yvon Deschamps, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade, bien sûr. Sauf que la santé devient une obsession, si bien individuelle et collective. Oui, voilà. Donc, de placer la santé comme valeur suprême, ça peut nous mener à des obsessions qui peuvent nous nuire sur le long terme. Mais je dirais que les deux autres caractéristiques sont peut-être un peu plus pernicieuses. Oui. D'abord, il y a aussi l'autorité du médecin. Le médecin comme étant l'autorité suprême. Bon, le garant de cette valeur-là de la santé. Absolument, oui, c'est ça. Bon, je dis souvent à la blague que quand on veut manquer un jour d'école de travail, on va aller demander un billet de médecin, non pas un billet du prêtre, parce qu'aujourd'hui, c'est le médecin qui a remplacé le prêtre comme autorité suprême des discours. Mais la caractéristique qui m'intéresse le plus, c'est la troisième, c'est le fait d'expliquer les comportements avec le vocabulaire psychiatrique ou médical. La grammaire, la nomenclature devient médicale. Oui, absolument. Donc, même les enfants, dès le plus jeune âge, vont utiliser ce vocabulaire-là pour dire, bon, je suis TDAH ou des choses comme ça. Donc, le vocabulaire médical devient la référence pour expliquer les comportements qui sont hors normes ou qui dérangent. Ou même des fois pour expliquer des phénomènes tout à fait naturels. Il y a le vieillissement, l'accouchement, qui sont des choses de l'ordre de la nature, presque du banal, ou en tout cas du cours des choses. Et là, on vient plaquer des catégories. C'est normal, c'est-à-dire qu'on veut traiter des problèmes de santé. C'est normal de médicaliser jusqu'à un certain point. Oui. Mais là où ça devient problématique, j'imagine, c'est quand on veut réduire le phénomène à son aspect médical, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, le fait de médicaliser des comportements nous fait oublier que la vie, forcément, vient avec un vieillissement, des ralentissements, des défis, des inégalités entre les gens qui ne sont pas forcément des injustices ou des problèmes. Des périodes aussi de vulnérabilité en santé mentale. Qui sont nécessaires, qui portent sens. La vulnérabilité peut porter sens. Et puis, c'est ce qui intéressait Marcelo Otero. Puis, il y avait une formule très intéressante, Otero, pour parler des problèmes sociaux. Il disait que les problèmes n'apparaissent pas, ils ne disparaissent pas, ils se transforment. Donc, tout dépendamment des époques, on va utiliser un vocabulaire médical différent pour parler de différents problèmes de santé. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a des maladies qui disparaissent, pas parce qu'on les a guéries, mais parce que la société s'est transformée. On parlait tellement de stress quand j'étais jeune, dans les années 90, puis là, aujourd'hui, on parle presque plus de stress, mais on parle plus d'anxiété, par exemple. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça que tu une illustration de ça? Bien, notamment, oui. L'anxiété est un vocabulaire qui est apparu récemment, mais pas parce que le phénomène est nécessairement nouveau. Si on recule au 19e siècle, par exemple, un diagnostic qui était assez fréquent, qui était fort important, c'était la neurasthénie.
La neurasthénie... J'ai jamais entendu ce mot-là. La La neurasthénie, dépression, dans le fond. c'est l'ancêtre de la dépression. C'est-à-dire que la neurasthénie est apparue à une époque où il y avait une urbanisation, une industrialisation de la société, et les gens commençaient à être fatigués, stressés, et les psychiatres pouvaient diagnostiquer la neurasthénie. Après ça, avec l'importance de Freud au 20e siècle, est apparue la névrose. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît des gens qui ont reçu un diagnostic de névrose. Je connais plein de gens névrosés, par contre. C'est ça. La névrose est devenue à peu près un insulte gag, là, ou un c'est gag. Mais c'était, à une certaine époque, un diagnostic officiel. Ouais. Mais la névrose ne pouvait exister que dans une société où les rôles familiaux étaient très rigides. Et puis, avec les années 80-90, avec la famille qui s'est éclatée, avec l'identité qui s'identifie, avec l'identité maintenant qui est davantage associée au travail ou à la carrière, est apparu le concept de dépression. Aujourd'hui, on ne diagnostique plus la névrose. C'est la dépression qui a remplacé la névrose, qui elle-même avait remplacé la neurasthénie. Donc, et la dépression, c'est associé davantage à la performance, au travail, à l'individualisme. Donc, chaque époque a ses diagnostics qui en dit plus long sur la société. Sur l'époque, sur la société que sur le malade. Oui. Fascinant, ça, Simon, oui. Au Moyen Âge, on appelait ça l'acédie, puis c'était davantage considéré comme une forme de paresse. En fait, donc c'est pas qu'il n'y en avait pas là, de dépressifs non plus au Moyen Âge. Et puis, ça me fait penser qu'autrefois, au Moyen Âge, en Antiquité, on voyait des possédés partout. On n'avait peut-être pas la science de la santé mentale pour bien diagnostiquer. Aujourd'hui, on est une société majoritairement athée en Occident, puis c'est l'inverse, on ne voit plus de possédés nulle part. Mais on reconnaît les mêmes formes de comportement, puis on les nomme différemment. Moi, je pense qu'il y a encore des possédés, mais que tout le monde n'est pas nécessairement possédé. Non, clairement. Mais tu parles de dépression, tu sais, puis tu parlais de pays tantôt. Moi, dans mon pays, la dépression, c'est comme tu as dit tantôt, c'est de la paresse. Les Latinos, ça n'existe pas ça. La dépression, t'es juste paresseux puis tu veux pas rien faire de ta vie. Botte-toi le derrière puis va travailler C'est comme ça. tout le monde. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est particulièrement occidental, Amérique du Nord, Europe, ce diagnostic-là. Même en Asie, c'est beaucoup moins fréquent. Là. C'est ça. Oui. Fascinant. Patrick, tu parlais un peu tantôt de stigmatisation, sans le nommer comme ça, c'est-à-dire que les enfants qui parlent entre eux vont dire « Moi, je suis TDAH au lieu de G, je suis... Ils s'identifient à la maladie. On a le cas avec nous qui a eu un diagnostic de schizophrénie. Est-ce que ça t'est arrivé de t'identifier comme ça à ta maladie? Est-ce que ça résonne en toi, ce qu'on vient de discuter? Oui, beaucoup. Tu sais, je m'en allais dire bonjour, je m'appelle Elka, je suis schizophrène de profession. Mais non, des fois, vraiment, c'est comme ça. Comme si tu étais juste schizophrène. Juste schizophrène, parce que tu n'es pas capable de voir d'autres choses plus que ta maladie. Est-ce que ça t'est arrivé aussi, je pousse un peu plus loin, là, de sentir que tu étais perçu dans le regard des autres comme simplement ça, uniquement ça? Pas encore, ça m'est jamais arrivé. Je pense que c'est juste moi qui se met le, comme ils disent en anglais, le label sur la tête. Puis, Mais ça se voit pas quand on te rencontre. Si on discute pas avec toi, en tout cas, moi, je m'en serais pas douté. Ah, non. Ben... Ouais, je t'ai pas assez fréquenté, c'est ça que tu dirais? Une demi-heure de plus. C'est à peu près une demi-heure qui reste au show. OK, on verra à la fin de l'émission. Patrick Ducharme, il y a, avec la médicalisation, la médecine prend en charge, on parlait d'une nomenclature, de nommer les choses. Il y a aussi la Bible de la santé mentale qui est venue un peu codifier. On parlait d'évolution, d'une même maladie qui change de nom. Cette Bible-là, contrairement à la Bible chez les catholiques qui a un canon qui ne bouge plus, on ne touche plus à ça, la Bible de la santé mentale, elle évolue, elle change avec les époques. Oui, absolument. Quand le DSM, c'est-à-dire le manuel diagnostique des troubles mentaux, créé par la psychiatrie américaine, est né en 1952, c'était beaucoup influencé par le discours de Freud, donc psychanalytique, et une analyse de l'environnement. Moi, ce qui m'intéresse dans cet ouvrage-là, l'exemple que j'aime beaucoup citer, c'est l'exemple du deuil. Parce que quand la dépression est arrivée en 1980 dans le DSM, avec le tome 3 en 1980... un grand cru. Oui, bien, c'est un paradigme assez important, un changement de discours assez important. En fait, il y a beaucoup de psychiatres par la suite qui se sont dit, bien, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont en deuil, mais ils ont les symptômes de la dépression.
Pourtant, ils ont un deuil, donc on ne peut pas leur diagnostiquer une dépression, ils doivent vivre leur deuil. Donc, en 1994, on a créé l'exception du deuil dans le DSM. Donc, quelqu'un qui a des symptômes de dépression, mais à cause d'un deuil, ne peut pas être diagnostiqué de dépression. Cela dit, ça menait beaucoup de réflexions beaucoup plus larges. Bien, si quelqu'un a des symptômes de dépression, mais en lien avec de l'exploitation au travail, une relation amoureuse difficile, de la pauvreté, est-ce qu'on va créer des exceptions pour toutes ces choses-là? Là, évidemment, là, rendu là, c'est l'industrie pharmaceutique qui est inquiète à savoir est-ce qu'on va faire disparaître la dépression tout simplement en disant que c'est la société qui est malade. Donc, lorsque le DSM-5 est sorti en 2013, on a retiré l'exception du deuil du DSM parce que ça ouvrait trop de questions sociologiques. Et, on ne voulait pas créer ce précédent-là, finalement. On voulait en tout cas l'annuler, ce précédent-là de l'exception du deuil pathologique, entre guillemets, là, pour éviter que, justement, tout devienne une exception à ça aurait été admettre que la sociologie pouvait expliquer beaucoup de choses sur nos souffrances. Si on crée une exception sur le deuil, va-t-on créer une exception sur l'exploitation, sur la violence conjugale, sur l'itinérance? On ne voulait pas ouvrir cette porte-là. Donc, autrement dit, la dépression est redevenue la référence ultime pour expliquer la souffrance humaine. Il y a le même phénomène avec l'homosexualité. Dans les années 50, le DSM disait que c'était une maladie mentale. Après, à une certaine époque, il y a eu un vote. Oui. La majorité des psychologues aux États-Unis ont déclaré par vote démocratique que ce n'était plus une maladie mentale. Mais on voit là encore que c'est un rapport à la norme beaucoup. Absolument. Dans une époque, on considérait que c'était hors norme, on catégorisait ça comme une maladie. Oui. Aujourd'hui, on dit, c'est peut-être pas la majorité, mais c'est pas hors norme, c'est acceptable. On l'enlève, dans le fond. Patrick Ducharme, c'était passionnant. Je sais. Merci pour vous m'inviter. C'est normal, on t'a invité. Merci infiniment. Ça me fait plaisir.